l'invité de la matinale. KTO Radio. Et on rejoint Lourdes maintenant où l'assemblée plénière d'automne de la conférence des évêques de France débute ce matin et on retrouve notre envoyé spécial à Lourdes et directeur de la rédaction de KTO, Étienne Loraillère. Bonjour Étienne. Bonjour Maxence. Alors c'est toujours un moment particulier, ces assemblées plénières et encore plus celle-ci car c'est la première sous la nouvelle présidence du cardinal Jean-Marc Aveline élu au printemps dernier. Oui, tout à fait. Vous l'avez dit, l'un des faits notables de cette assemblée, c'est qu'elle va être présidée pour la première fois par le cardinal Aveline. Il a été élu, souvenez-vous, par ses pairs lors d'un vote aux allures de plébiscite au printemps dernier et sa personnalité a suscité aussi l'attention à Rome au moment du conclave. Il a pris ses fonctions donc au 1er juillet dernier, mais c'est donc sa première assemblée plénière qu'il préside. On sait que le cardinal Aveline a consenti à accepter cette charge de la présidence de la CEF sans la souhaiter. Être président de conférence épiscopale, c'est une responsabilité qui expose et déjà, il a été bousculé dans les médias sur la gestion d'affaires d'abus à Marseille. Son diocèse a réfuté sans délai les articles le mettant en cause, mais cela dit combien la problématique des violences sexuelles demeure sensible dans l'Église en France, présente, importante. Et puis, le président, vous voyez, c'est aussi celui qui donne des impulsions durant une assemblée plénière, à la fois pour sa préparation, dans l'élaboration du programme, mais aussi au fil des jours, des travaux, et des impulsions qui peuvent être décisives dans cette assemblée qui est le moment d'expression du travail collégial des évêques. Il faudra donc être attentif ces prochains jours pour mesurer la marque du cardinal Aveline. On va revenir sur ce programme, mais tout d'abord, Étienne Loraillère, il y a de nouvelles têtes également au sein de cette assemblée. Oui, de fait, sur la centaine d'évêques français en métropole, en Outre-mer, il y a eu en un an une dizaine de nominations épiscopales par le pape François puis le pape Léon XIV. Et on peut noter depuis la dernière assemblée de mars l'arrivée par exemple du frère Eric Bidot à Tulle, de monseigneur Jean Pelletier-Amande ou encore du père Yor Rancia, évêque pour les Ukrainiens byzantins. Et donc cette assemblée plénière commence ce matin par l'accueil et la rencontre avec le patriarche de Constantinople, Bartholomée Ier. Pourquoi cette visite ? Eh bien, c'est le cardinal Aveline qui l'a invité. Le patriarche écuménique de Constantinople est le primus inter pares, le premier des patriarches orthodoxes dans l'ordre honorifique. Je ne sais pas si vous le savez, mais Bartholoméos Ier entretient une histoire, un lien étroit avec la France, un grand francophile. Lors de ses études à Rome, il logeait au séminaire français. Ce sont durant ces années d'ailleurs qu'il a appris le français. Et comme patriarche de Constantinople, il a effectué de nombreuses visites officielles en France. La dernière, c'était au printemps 2024 à Paris. Et figurez-vous qu'il est aussi déjà venu à Lourdes, invité par les évêques de France. C'était il y a 30 ans, 4 ans après son élection. On était en 1995. C'était alors le pontificat de Jean-Paul II, avec qui Bartholoméos portait un souci commun pour l'unité des chrétiens, mais aussi pour une conscience écologique chrétienne. Ces bonnes relations, elles se sont poursuivies durant le pontificat de Benoît XVI, et on peut dire qu'elles se sont multipliées avec le pape François autour de la sauvegarde de la planète, la maison commune. Le patriarche Bartholoméos n'est pas pour rien dans la jeunesse de l'encyclique Laudato Si ou de la journée de prière pour la sauvegarde de la maison commune le 1er septembre. Bartholoméos était aussi aux côtés du pape François pour promouvoir la paix, la fraternité, avec une préoccupation commune pour les migrants. On se souvient des visites communes au camp de Lesbos auprès des migrants, et puis aussi autour de la synodalité. Là, c'est donc le cardinal Aveline qui a invité le patriarche Bartholomée à venir s'exprimer devant les évêques de France. C'est l'année du 60e anniversaire du Concile Vatican II. C'est aussi le 1700e anniversaire du Concile de Nicée qui a débouché sur le Credo. Et à la fin du mois, d'ailleurs, Bartholoméos recevra le pape Léon au siège du patriarcat au Phanar à Istanbul, et ils iront ensemble en pèlerinage sur le site historique de Nicée. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que le mouvement écuménique est en quête de souffle. Il y a aussi les grandes tensions qui traversent le monde orthodoxe après l'invasion russe et la guerre en Ukraine. Donc, pour toutes ces raisons, ça va être intéressant d'entendre les réflexions et le message du patriarche écuménique de Constantinople aux évêques catholiques français. Ça sera à suivre en direct sur KTO à partir de 9h30 ce matin. Et il y aura également, après cette prise de parole, une autre prise de parole, celle de la conférence des responsables de culte de France en vue de la COP30 la semaine prochaine au Brésil.
Oui, à 10h45, ça sera à suivre en direct sur YouTube. Cette fois, vous pourrez suivre cette déclaration des responsables des religions en France. C'est un choix fort des évêques, qu'elle soit lue au début de leur assemblée plénière. Le réchauffement climatique, s'il demeure incontrôlé, pourrait à l'horizon 2050, c'est la Banque mondiale qui le dit, forcer plus de 200 millions de personnes à la migration. J'évoquais à l'instant Laudato aussi du pape François. Il rappelait que la crise climatique était d'abord une crise éthique, culturelle et spirituelle de la modernité, une perturbation de la relation à Dieu qui va de pair avec une perturbation de la relation à autrui et à la terre. Et la sauvegarde de la maison commune nécessite non seulement une mobilisation des scientifiques et des gouvernants, mais aussi une conversion écologique, une prise de conscience de tous les peuples. Et c'est la contribution donc des responsables de culte en France qui s'inscrit dans cette dynamique avant la conférence qui commence le 10 novembre à Belém au Brésil en Amazonie. Donc des prises de parole ce matin et un programme, Étienne, qui est chargé, qui s'annonce chargé cette semaine. Je compte pas moins de 11 thématiques qui seront abordées cette semaine, parmi lesquelles l'enseignement catholique. Et l'enseignement catholique en France, c'est 2 millions d'élèves scolarisés, soit près d'un élève sur 5. Le nouveau secrétaire général, Guillaume Prévost, était sur notre plateau à la rentrée et rappelait les défis pour les 7500 établissements. Bien sûr, la gestion des affaires de violences sexuelles et physiques pour les faits actuels, mais aussi pour les affaires anciennes, comme à Bétaram ou dans d'autres établissements. Et de fait, l'enseignement catholique a une forme de lenteur pour s'engager dans la démarche d'envergure depuis le rapport de la SIAZ il y a 4 ans. Les scandales ont poussé à la multiplication des contrôles depuis avril dernier par les autorités. Près de 850 établissements ont été contrôlés, le tout sur fond de tensions exacerbées par des rapports parlementaires qui ont alimenté la suspicion contre le caractère catholique, le caractère propre des établissements. On a vu aussi des mises en cause ces derniers mois pour des non-respects de la laïcité. Et au fond, dans cette période déstabilisante pour les établissements, une réflexion de fond s'impose. On sait pourquoi, durant des siècles, l'Église s'est engagée autant dans l'éducation des jeunes en faveur de leur instruction. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui définit une école catholique ? Pourquoi cet engagement mérite-t-il d'être poursuivi ? Quelle liberté pour chaque établissement dans un contexte de laïcité à la française ? D'ailleurs, une liberté qui est bien plus grande que ce qu'on imagine d'ailleurs, mais qui suscite des débats. On a vu les polémiques autour des cours d'éducation affective, relationnelle et sexuelle, encore sur la question de la prière en classe. Qu'est-ce qui fait la richesse et la particularité de ce réseau d'écoles en France ? Bon, voilà, autant de questions qui appellent à la fois la mobilisation des évêques français, mais aussi les communautés chrétiennes, et puis aussi le besoin d'une feuille de route, et c'est ce à quoi vont s'atteler les évêques pour donc une feuille de route pour la nouvelle équipe du secrétariat général de l'enseignement catholique qui a pris ses fonctions là au 1er septembre. Vous avez parlé 4 ans après le rapport de la SIAZ, et cette publication, la lutte contre les violences au sein de l'Église demeure une préoccupation majeure pour les évêques, et un temps de travail mercredi après-midi qui est prévu également. Oui, le rapport de la SIA s'est focalisé sur les victimes mineures. Il a suscité, rappelez-vous, la réaction des évêques de France par la création d'une instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation, l'INIR, qui a reçu pour mission d'accompagner donc les personnes victimes de pédocriminalité quand elles étaient enfants, pour porter le devoir de justice, notamment quand les faits sont prescrits, et aussi pour proposer un chemin de réparation. 1745 personnes ont saisi l'INIR depuis sa création. Mais l'INIR a été lancé avec une date de fin, si je puis dire, une date de fin de mission qui est fixée à l'été 2026. Les évêques ont donc une année pour définir comment transformer l'INIR en une structure pérenne. Ils en ont le souhait. Les échanges vont se poursuivre donc tout au long de cette semaine. Pour financer l'INIR, il y a la question de la fonds de dotation qui s'appelle le fonds CELAM, pour justement pouvoir contribuer à alimenter ce fonds qui permet des réparations, le volet financier des réparations pour les personnes victimes. Puis un troisième aspect de la discussion qui porte sur la mise en place du dispositif d'accompagnement pour les personnes victimes majeures au moment des faits. Là, on peut dire que les discussions se prolongent car s'il y a une décision prise, il y a du tiraillement sur la mise en œuvre du dispositif. Le cardinal Aveline, à nos confrères de la Croix, disait dans une interview mi-septembre que c'était l'un des chantiers prioritaires. Il indiquait par ailleurs qu'il était nécessaire d'élargir l'approche à certaines formes de violences moins apparentes de prime abord, les violences physiques, morales, psychiques et spirituelles. Et les évêques de France vont échanger aussi sur la place et l'accompagnement des prêtres condamnés pour violences sexuelles.
Oui, rapidement, on se souvient de la polémique cet été après la nomination d'un prêtre condamné en 2006 à 5 ans de prison pour viol d'un adolescent qui était nommé donc au poste de chancelier dans le diocèse de Toulouse, tollé sur les réseaux sociaux, tollé des fidèles, et aussi intervention par un communiqué assez rare de la présidence de la conférence épiscopale. Donc il s'agit là pour les évêques de réfléchir sur l'équilibre entre justice et miséricorde, réflexion théologique, réflexion probablement aussi pastorale. Est-ce qu'il y a des autres points qui ont retenu votre attention, Étienne, sur le programme de cette semaine? Oui, je peux en citer rapidement quelques-uns. La situation politique de notre pays, avec l'intervention du politologue Dominique Régnier, l'intervention du Secours catholique. Le président vient faire le point alors un plan social a été annoncé mi-octobre avec la suppression de 130 emplois. On sait que la situation est tendue pour les associations engagées dans le domaine caritatif. Il y aura aussi une visio avec le patriarche latin de Jérusalem, le cardinal Pizzaballa et le consul général de France à Jérusalem, autour du moyen que les évêques ont de soutenir concrètement l'Église en France, les communautés chrétiennes de Terre Sainte. Ça fait suite à la visite de la présidence en Terre Sainte, une réflexion sur les mystères institués, celui de catéchisme, la suite du travail synodal, une réflexion autour des JMJ 2027 en Corée, sur les radios également, et puis le chantier des 3 ans sur lequel la présidence de la conférence des évêques de France va s'atteler comme chantier prioritaire. Programme très chargé. Donc, un mot sur la présidence de Monseigneur Aveline. Quels sont les enjeux principaux auxquels sera confronté le cardinal? Je dirais juste que, en tout cas, son souhait, vous l'avez compris à travers ce programme, est d'aborder toutes ces grandes problématiques à la fois pour l'Église aujourd'hui et poursuivre les chantiers sur la lutte contre les abus. Mais c'est aussi, je l'indiquais à l'instant, établir un programme de travail, une feuille de route sur ces 3 ans pour aussi poser des grandes priorités. On sait que le cardinal Aveline est très attentif à la contribution que l'Église peut apporter à la société et aussi à la dimension missionnaire. J'ai en tête ce que dit souvent le cardinal Aveline dans la mission de l'Église, c'est se tenir sur les lignes de fracture de l'humanité pour servir l'amour de Dieu pour le monde. Voilà, ce sont ces termes, et on observera ça au cours de cette semaine, bien sûr. Et l'assemblée plénière est aussi une occasion pour les évêques français, on le rappelle, de prier ensemble tout au long de la semaine, avec en particulier une prière pour la paix qui est prévue. Oui, une veillée de prière pour la paix est proposée à tous les évêques samedi soir, une marche au flambeau. Et puis dimanche matin, Monseigneur Chomali, l'évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem, et Monseigneur Rancial, nouvel évêque pour les Ukrainiens byzantins, donneront une méditation spirituelle pour la paix. Ça sera d'ailleurs à suivre en direct sur KTO, donc dimanche à 9h15, de 9h15 à 10h. Et on va suivre donc toute cette semaine cette assemblée plénière sur KTO Radio et KTO TV. Merci Étienne Loraillère, je rappelle, directeur de la rédaction de KTO et envoyé spécial à Lourdes pour KTO. Bonne journée.